Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, quand les médias alternatifs crissent une volée aux médias traditionnels, on va vous montrer c'est quoi du bon journalisme aujourd'hui. Yes, écoute, c'est Pierre Poilievre qui a sorti l'existence de ce rapport-là du gouvernement fédéral, en fait, qui est commandé par le gouvernement fédéral à un organisme qui, ben pas un organisme, mais une branche du Une gouvernement, branche du merci, c'était le gouvernement. mot que je cherchais, qui s'appelle Policy Horizon ou Horizon de politique. Donc, Horizon de politique Canada est le centre d'excellence en prospective du gouvernement du Canada. Notre mandat est de doter le gouvernement du Canada d'une perspective et d'un état d'esprit tourné vers l'avenir afin de renforcer la prise de décision. Notre travail ne représente pas nécessairement le point de vue du gouvernement ou des agences des ministères participants. Donc, c'est assez clair. Là. C'est un truc officiel du gouvernement qui fait de la prospection. Donc, c'est-à-dire qui essaie de se projeter des scénarios dans l'avenir. Un peu ce que va faire le GIEC avec le climat, par exemple, ou d'autres organismes sur je sais pas, l'itinérance et autres. Donc, eux font ça pour le gouvernement du Canada. C'est souvent des affaires farfelues, ces trucs-là. Mais cette fois-ci, c'était quelque chose c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que c'est un sujet qu'on avait parlé dans le trio Mhm. économique avec Vincent. Le concept de la mobilité sociale. Ça, là, je trouve que c'est l'affaire la plus transpartisane qui n'existe pas. Vous allez expliquer ce concept-là de mobilité sociale à quelqu'un à gauche, il va être d'accord avec le principe. Vous allez expliquer ce concept-là à quelqu'un à droite, il va être d'accord avec le principe. C'est ce qu'on a même appelé, au fil du temps, le rêve américain ou le rêve canadien, si vous voulez. Mais l'idée, c'est qu'il y a une possibilité dans la vie d'améliorer sa situation avec des efforts, avec du travail. Et ton statut social n'est pas déterminé par ton lien de sang, Exact. n'est pas déterminé par ton hérédité, n'est pas déterminé par ta génétique. Il est déterminé par les efforts et le travail que tu fais. Plus on tend vers une société qui est très mobile socialement, ben plus il y a la capacité pour des gens de familles plus en difficulté monétaire, d'avoir des enfants qui peuvent quand même C'est ça. performer dans la Ben, parce société que tu canadienne. fais bien de dire que ça devrait être transpartisan. Ça, c'est sûr. Parce que si tu es de droite, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ton travail, le fruit de tes efforts, le fruit de ton travail, te permette d'améliorer ta vie. Et non pas que ta vie soit un calvaire parce qu'on vole les recettes de ton travail systématiquement. Quand tu es à gauche, qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas être prisonnier de ta classe sociale. Tu veux pas être ben mon père est un travailleur d'usine, moi je suis obligé de travailler en usine, même si j'avais voulu être avocat, on va dire. Ben, dans un pays avec une Exact. forte mobilité sociale, ça veut dire que même si tu viens d'une famille d'agriculteurs, les conditions matérielles et légales et juridiques sont telles que si tu le désires, puis tu travailles, tu vas pouvoir changer de vie. Tu n'es pas condamné à la vie qui était tracée pour. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est de la merde d'être agriculteur. J'essaie de prendre des exemples pour que tout le monde comprenne. C'est pas parce que ton père travaillait dans une usine de plastique, mettons, que toi, tu vas être obligé de faire la même chose. Ou, comme c'était le cas souvent dans le passé, c'était comme de génération en génération. Une famille d'agriculteurs, une famille bon, même les professions libérales, souvent, ça s'héritait un peu, les bureaux de famille en famille. En gros, l'idée, c'est quoi de la mobilité sociale? C'est je peux-tu avoir une vie meilleure que celle de mes parents? Puis je peux-tu avoir la vie que je veux avoir? Puis que je veux avoir. Fait que Puis normalement, quand il commence à avoir des nuances, c'est que des fois, la gauche exagère dans le concept en voulant l'égalité des résultats. Donc, ils se disent, normalement, peu importe le travail que tu fais, tout le monde devrait être aussi riche. C'est là qu'il y a une dissension entre la gauche et la droite, parce que les gens de droite diront, non, non, pas l'égalité des résultats, l'égalité des chances. c'est ça. Puis ça, c'est les concepts que vous allez nous entendre beaucoup défendre sur notre podcast, l'égalité des chances, dans le sens que tu veux que quelqu'un, peu importe son statut social, ait la chance de performer s'il le désire. Exact.
Donc, voici le document en tant que tel. Ça, c'est le document que vous pouvez lire, consulter. Regarde, là, je l'ai mis en français, mais il est en anglais aussi, sur le site du gouvernement du Canada, sur Horizon de politique Canada, donc qui est le groupe, la branche du gouvernement dont on a parlé. Et là, regarde, on le voit, là, il y a un certain nombre de... il y a une grosse table des matières avec C'est un gros rapport. Là. c'est un gros rapport, puis je vais venir à l'article parce que notre journaliste a fait un article là-dessus sur Pilule Rouge, mais je vais juste vous lire l'introduction, puis vous allez voir un peu de quoi on parle. La mobilité sociale est au cœur du projet canadien. Donc, on comprend pourquoi Poilievre a repris ça dans son message de la promesse canadienne, projet canadien, promesse canadienne. C'est l'idée de dire, tu travailles fort, tu mets des efforts, tu vas avoir une belle vie, une maison, un chien, une piscine. Vous comprenez, là? Ben écoute, sa campagne politique présentement, sa campagne électorale est entièrement bâtie sur l'espoir d'un meilleur futur, sur le changement qui permettra d'avoir un meilleur futur, Exact. principalement pour les jeunes. C'est pas pour rien qu'il a bâti ça autour de ça. C'est que quand tu es le parti qui inspire le changement, tu dois donner espoir aux gens. Ça fait tout le contraire. La campagne libérale qui est entièrement basée sur la peur de Trump, la peur du 51e État, la peur, la peur, la peur. Tu sais, je veux dire, moi, comme je suis même pas jeune, j'ai 40 ans. Là. Mais je veux dire, je préfère bien plus voter pour quelqu'un qui me donne un espoir de quelque chose, un espoir d'amélioration des conditions de la vie, que quelqu'un qui me fait peur à tous les jours. Là. Ben oui. Au Canada, regardez comment les mots. Moi, je pense que ce rapport-là était assez important dans la conception du message de campagne. Au Canada, beaucoup de gens partent du principe que suivre les règles, faire ce qu'il faut, mènera à une meilleure vie. Tout le monde peut faire des études, travailler fort, acheter des biens et gravir les échelons sociaux et économiques. Il s'agit d'une promesse informelle mais puissante. Cependant, les choses changent. L'inégalité des richesses s'accroît. Les enfants sont déjà moins mobiles que leurs parents. Horizon de politique a exploré certains de ces changements dans les vies futures 2022 et besoins fondamentaux en danger 2022. Donc, il parle des rapports précédents. Et plus récemment, rapport 2024, perturbations à l'horizon. Ça, c'est un rapport qu'on avait parlé avec Simon Rochelot dans l'édito il y a une couple de mois de ça, en fait, l'année passée. Et on suggère que dans les années à venir, la mobilité sociale descendante pourrait devenir la norme. Pourrait devenir la norme. Donc, dans les médias québécois, on nous dit ce rapport-là, c'est de la merde, ils disent rien, tout ça. C'est quand même important ce qui est dit. On va vous faire l'exemple tantôt. Là. Vous allez voir, premièrement, on vous donne l'intro de ce rapport-là. Vous allez voir après ça l'article que Max a construit de Pilule Rouge. C'est un de ses meilleurs depuis le début. Pour vrai, là, Max a fait vraiment un bon job. Exact. La qualité des textes sur pilulerouge.ca n'arrête pas de s'améliorer. Ça, c'est un de ses meilleurs textes depuis le début. Il reprend d'une manière très neutre, très objective le contenu de ce rapport-là, vous le résume dans un article de 5 minutes. Et on va le comparer avec un des seuls médias au Québec qui en a parlé, Radio-Canada, qui ont juste fait une job de bras pour dire Poilier n'avait pas rapport. C'est pas ça qu'ils disent pas tout dans le rapport. C'est pas un rapport dystopique. C'est pas un rapport pas tout négatif. Blablabla. Bla, bla, bla. Vous allez voir la différence entre les textes, c'est hallucinant. Moi, ça me scandalise de voir la job de cul que Radio-Canada a faite dans ce texte-là. Le scénario ci-dessous décrit le Canada de 2040. Et là, c'est assez facile de voir que ce n'est pas un rapport d'extrême droite. Là. Regarde comment c'est écrit. Canadien.nes. Non, c'est écrit en inclusif. C'est écrit en inclusif. Bon, je pense pas qu'on peut accuser l'organisme d'être pro-Poilievre. Le scénario ci-dessous décrit le Canada de 2040 où la plupart des Canadiens se retrouvent coincés dans les conditions socio-économiques de leur naissance et où beaucoup sont confrontés à la possibilité très réelle d'une mobilité descendante. Mobilité descendante, ça veut dire que tu fais moins bien que tes parents. Ah, c'est plus que ça même. C'est ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont eu l'opportunité d'obtenir un héritage. Puis ça, c'est quelque chose que je vois Frank comme conseiller en sécurité financière dans un cabinet de services financiers. On voit des clients qui arrivent dans la quarantaine, dans la cinquantaine, leur plan de retraite était so-so, il y avait du retard dans leur plan de retraite, mais leurs parents décèdent malheureusement et laissent derrière eux une maison qui vaut 600 000, 700 000, qui n'avait plus vraiment d'hypothèque. Et là, soudainement, reçoivent cet héritage-là, divisé en 2 ou en 3, par exemple, reçoivent cet héritage-là, on le place pour eux, et paf, comme par magie, un coup de baguette magique,
le plan de retraite qui avait des problèmes dedans, qui manquait d'investissement de leur côté, soudainement, là, pouf, ils deviennent en avance sur leur plan de retraite et ils vont pouvoir se retirer du travail avant 60 ans la plupart du temps. Fait que c'est des gens, je suis content pour eux autres, mais vous comprenez qu'il y a des personnes présentement qui obtiennent une grande mobilité sociale soudaine grâce à l'héritage de la maison, la vente de la maison de leurs parents Ouais, décédés. c'est ça. Tu Mais, n'améliores pas ta vie par ton travail et tes efforts, mais par tes parents qui meurent. mais ça, c'est évidemment pas tout le monde que ça, parce qu'il y a Non. des gens que leurs parents n'ont pas cet actif immobilier-là, n'ont pas cet actif qui ont acheté 50 000 puis qui revendent 400 000 ou qui revendent 600 000 éventuellement. Ils l'ont pas dans leur portefeuille. C'est des gens qui ont vécu en appartement toute leur vie, par exemple, ou qui n'ont pas construit d'actifs immobiliers. Ben, les héritiers de ces gens-là, ben souvent, ils vont refuser la succession parce qu'il y a plus de dettes que d'autres choses dans la succession. Fait qu'eux autres ne bénéficient pas, puis c'est freak de parler comme ça, je sais, mais vous comprenez le point. Ben, il y a des gens qui ne bénéficient pas de cet avantage-là, du gain immobilier incroyable que leurs parents ont fait. Ils Mhm. l'ont pas. Fait qu'eux autres, ils ont moins de mobilité sociale parce qu'ils n'ont pas cet héritage-là de leurs parents. Exact. Fait que, mais en même temps, tu sais, t'es là, tu te dis, ouais, mais le but, l'objectif, le projet canadien, c'est que n'importe qui travaille et qui met des efforts pourrait être dans une position qui peut améliorer son sort. Si c'était facile d'avoir accès au logement, par exemple, si c'était facile pour n'importe qui de se procurer une maison présentement, si c'était facile pour n'importe qui de se constituer un fonds de retraite très décent pour prendre une retraite un peu avant 65 ans, ben, on ne serait pas dans un contexte que ce serait grave que des gens héritent comme ça de leurs parents parce que ça ne viendrait pas changer la donne Non, tant c'est que ça. ça. Parce que les gens pourraient le construire eux-mêmes. Mais là, on est rendu dans un contexte où est-ce que les gens ont de la difficulté eux-mêmes à se procurer leur première maison avant l'âge de 35 ans. On a de la difficulté eux-mêmes à constituer leur fonds de retraite. Et là, tu es dans une situation où les seuls qui peuvent avoir accès à ça sont ceux qui travaillent pour la fonction publique ou ceux qui, éventuellement, vont hériter de leurs parents, qui ont peut-être eux-mêmes travaillé pour la fonction publique. Ben là, écoute, on va rentrer dans le détail, là, puis comme je dis, tout est vérifiable là-dedans. Allez voir le site du gouvernement, puis allez lire l'article de Pilule Rouge, la mobilité sociale en péril, la jeunesse sacrifiée. Donc, le scénario pour 2040. Le rapport Vie future, mobilité sociale dont on vient de parler, dresse un portrait pour 2040 qui est assez inquiétant, là. La mobilité sociale ascendante serait quasiment inexistante et où pratiquement personne ne croit qu'il ou elle peut construire une vie meilleure pour soi-même ou ses enfants par ses propres moyens. La difficulté d'accès au logement, c'est là-dedans. La difficulté d'accès aux emplois payants, c'est là-dedans. Tu sais, quand tu arrives avec toutes sortes de mesures DEI pour avoir un emploi au gouvernement, qui sont les emplois souvent les mieux payés, avec les meilleurs fonds de pension, puis tu es un homme blanc de 26 ans, puis tu n'as pas accès à ce job-là, C'est ça. ça en est des problèmes de mobilité Sans sociale. des problèmes. Donc, voici les 6 points qui sont mentionnés dans en fait, les 6 grandes transformations sociales qui pourraient, on le dit, il n'y a pas de bout de cristal là-dedans. On comprend là, que il n'y a pas personne qui sait précisément à quoi va ressembler le Canada de 2040, mais voici, dans le travail de projection, ce que voit Horizon de politique. 1. L'éducation postsecondaire n'est plus un ascenseur social. Les coûts associés aux études postsecondaires et au logement pourraient représenter un obstacle croissant pour une part importante de la population et les programmes seraient déconnectés des besoins du marché du travail. Écoute, ça, c'est tellement important, là, c'est que tu arrives dans une époque où les années 60-70, quand on crée les cégeps de notre côté, par exemple, au Québec, Puis il y a un petit lag du côté de Yann, c'est pas grave, je vais renchérir. En gros, c'est ça, c'est que le Je vais système. changer mon son de micro. Là. Bon, c'est pas grave. Mais le système éducatif doit être, d'une certaine manière, connecté avec les besoins du marché pour pouvoir permettre aux gens qui font des études. Tu sais, c'est un peu ce que tu t'enlignais pour dire. Dans les années 70, on commence à démocratiser l'accès à l'éducation. Exact. Plus de gens ont des diplômes universitaires. Puis au départ, diplôme universitaire était quasiment synonyme de bon emploi, bien payé, tout ça. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que, en fait, les gros problèmes du marché du travail, c'est surtout des métiers techniques et manuels. Tout le monde va aller. Quand vous comprenez ce que je veux dire, beaucoup de gens vont à l'université, puis finalement, tu as 3-4 diplômes, tu tranches du pain de poulet chez Maxic. Exact.
Ça, Non, non, c'est... c'en est un problème de mobilité sociale parce que tu as un système qui donne des skills à des gens. Mais ces skills-là ne sont pas utiles sur le marché du travail. Ces skills-là ne sont pas utiles sur le marché du travail, donc t'empêches d'augmenter ta mobilité sociale, en tout cas directement. Puis vous allez voir, c'est lié aussi au point 6. Mais, en fait, on va faire le point 6 tout de suite, l'essor de l'intelligence artificielle. Il y a des gens, à un moment, je ne sais pas si vous en rappelez, mais pendant un temps, on a pensé que les robots allaient faire perdre les jobs aux gens. On était là, toute l'automatisation, la robotisation, ça fait en sorte que les travailleurs d'usine, les gens qui ont peu de skills vont... C'est pas méchant envers vous autres ce que je viens de dire là, mais ça s'est dit rien qu'en masse dans les médias dans le temps. Ouais, ben oui. C'est ces gens-là qui vont perdre leur job. Or, on est en 2025, puis ce qu'on observe, c'est que c'est jamais arrivé, première des choses. Les gens qui avaient moins de skills un peu, qui n'étaient pas des universitaires, ont continué à avoir de l'emploi relativement facilement et même ont des emplois très bien payés aujourd'hui parce que cette main-d'œuvre-là est de plus en plus rare. Il y a de plus en plus de difficultés à trouver des gens qui sont prêts à faire du travail manuel, du travail sur des chiffres de nuit ou des trucs comme ça. Donc, les salaires ont quand même augmenté dans ces milieux-là. Mais ce qui est arrivé, c'est l'essor de l'intelligence artificielle qui est en train de faire perdre la job à plusieurs cols blancs. Ben oui. Si on sort du contexte gouvernemental, là, si tu t'en vas dans des compagnies d'assurance, si tu t'en vas dans des compagnies de services financiers, dans des compagnies qui historiquement engagent beaucoup de cols blancs, l'arrivée de l'intelligence artificielle est en train de rendre les choses difficiles pour ces bureaux-là d'avoir plus de jobs. Exemple, il y a quelques années, si tu veux faire un contrat de prêt entre deux personnes et tu n'es pas trop sûr de ce que On s'excuse, il y a des petits problèmes techniques aujourd'hui, mais essentiellement, là, l'idée est assez simple, c'est que c'est plus facile de... je change mon fil. Ouais, ça doit être ton fil qui a un petit problème, mais prenons un exemple très simple. Pensez-vous que c'est plus facile de remplacer... Mettons, je te dis, Yann, il faut que tu designes un robot ou une machine. Tu as deux options. Tu remplaces un comptable ou un chauffeur de taxi. Remplace le comptable. Puis c'est rien contre les comptables, ce que je dis là. Mais vous comprenez que construire. Comment ça va, les chars autonomes? Je me souviens qu'en 2018, on me disait dans 2-3 ans, il n'y a plus un char sur la route avec du monde dedans. Les gens ne font pas confiance à ça. Ben non, puis ça nécessite une quantité de ressources immense. C'est les microchips, les sensors, c'est l'argent que tu dois mettre pour remplacer un gars qui conduit le taxi est immense. Par contre, le développement de l'intelligence artificielle peut rapidement remplacer des métiers qui, dans le fond, ils utilisaient quoi? La cervelle humaine. Non, écoute, écrire un contrat de prêt présentement avec ChatGPT, là, tu donnes des grands paramètres puis tu le fais en 15 secondes. Là. Tu veux faire un prêt entre deux individus, entre deux corporations, peu importe. Avant ça, tu consultais un notaire pour ça. C'est ça. Tu n'as plus besoin. Donc, ça, c'était le point 1 et 6. Point numéro 2, la propriété immobilière deviendrait un rêve inaccessible pour la majorité. Ben, moi, je pense qu'on est pas mal rendu là dans plusieurs villes canadiennes. Je dis pas que c'est ça à grandeur du Canada tout de suite, là. Mais moi, à mon avis, si tu vis à Toronto, Vancouver et même Montréal maintenant, je pense que oui, la propriété immobilière est déjà un peu un rêve inaccessible pour la majorité. Majorité, ça veut dire 52 51 ça ne veut pas dire tout le monde. Non, c'est ça. Mais mettons que tu vis à Toronto aujourd'hui. Est-ce que la majorité, pour elle, la propriété, l'accès à la propriété, avoir un condo, une maison, disons-le clairement, est-ce que c'est encore réaliste? Moi, je pense que c'est plus la majorité. En tout cas, ce point-là semble être le point le plus plausible à l'horizon 2040 parce que c'est un peu déjà le cas. Ben, c'est un peu le pic de l'iceberg. Avant que le gros morceau de glace sorte de l'eau au grand complet, je dirais que c'est comme celui qu'on commence à voir par-dessus l'eau. C'est le signe avant-coureur. Ben, c'est ça. On dit seuls ceux bénéficiant d'une aide familiale pourraient accéder à la propriété. Ben, Yann en avait parlé de ça. Là. De plus en plus, des gens qui consultent pour du conseil financier puis qui disent comment je fais pour sortir des placements, tout ça, parce que ma fille s'ajoute une maison puis elle aurait besoin de 30 000 $ de mise de fonds, puis elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas parce qu'il faut qu'elle se garde l'argent pour payer la taxe de bienvenue, les petits traîneaux en commençant. Tout ça, comment je fais pour l'aider? Là, ça, 30 000 $, c'est des affaires du Québec. Là. À Toronto, c'est genre la maison, elle vaut 900 000. Comment tu fais pour acheter ça?
Le point 3 qui est relié au point 2, le patrimoine familial deviendra un facteur central dans l'accès aux opportunités socio-économiques. Donc ça, c'est ce que Yann disait, la mobilité descendante. C'est en gros, si tu n'as pas de parents qui ont de l'argent, ta vie, ça va être un calvaire. Disons-le simplement, c'est un peu ça. Donc, on dit les avantages accumulés au fil des générations pourraient renforcer certaines dynamiques d'accès différenciés, ce qui pose un enjeu d'équité à long terme. Point numéro 4, les interactions entre groupes socio-économiques pourraient se réduire, limitant la circulation des opportunités. Donc, on dit les gens se mélangeraient rarement avec des personnes de statut socio-économique différents, limitant les opportunités de mobilité par les réseaux sociaux. Donc, en gros, ce que ça veut dire, moi, de ce que je comprends du point numéro 4, c'est l'idée de dire, dans un monde avec beaucoup de mobilité sociale, tu peux dire, je vais rentrer en relation avec cette personne-là, même si en ce moment, elle est très inférieure à où je suis, niveau des revenus, tout ça, mais elle va finir ses études, elle va se trouver un job, tout ça. Dans un monde où il n'y a pas de mobilité sociale, tu as tendance à aller vers ceux qui sont déjà dans ta caste, entre guillemets. Te rappelles-tu, quand on fait ce podcast-là du trio économique avec Vincent, il y a un élément quand même assez controversé qui dit, puis ça reste que c'était le cas, c'est qu'il dit, il y a été une époque où est-ce que les dirigeants de PME, par exemple, dirigeants d'entreprise, n'avaient pas peur d'avoir comme conjointe leur secrétaire, par exemple. Ou des trucs. Pauvre Yann. Pauvre Yann, il y a un petit problème avec son fil ou son ordi. On ne le sait pas encore. Là. Il y a un petit truc au niveau de technique, puis on s'excuse de ça. Ça arrive une fois de temps en temps. Donc, c'est ça. C'est malheureusement hors de notre contrôle. Ouais, désolé, je viens de mettre un fil flambant neuf. Là. Il y a de quoi qui se passe. Il y a clairement de quoi qui se passe. Yann est muté. Il y a un complot. Il faut savoir que Restream est une plateforme ukrainienne quand même. Fait que c'est dessus à cause, vu qu'on a reçu le prof Caron une couple de fois, les services secrets ukrainiens sont après lui. Fait que c'est ça. Écoute, ça arrive. Peut-être redémarrer l'ordinateur puis voir si ça continue. Ça peut bien être ça aussi. Donc, c'est ça. Les problèmes de mobilité sociale qui favorisent, en gros, ce que ça fait, ce qu'ils disent, c'est que ça favorise, ça limite les sorties entre groupes sociaux. Ça confine les gens à l'intérieur de leur classe. Disons ça comme ça. Point numéro 5, les aspirations des jeunes seraient en contradiction avec la réalité économique, créant une dissonance cognitive menant à la frustration et à l'apathie. En gros, vous êtes jeune, c'est quoi votre rêve? Vous aimeriez avoir une maison, une famille, voyager, name it. Qu'est-ce que vous vous rendez compte? Propriété est inaccessible, billets d'avion de plus en plus chers, difficile d'avoir accès à du logement, de la propriété, parce que en gros, et ça, ce que ça fait, c'est que ton objectif d'avoir une famille, peut-être un peu, ça prend le bord. Et là, on parle des conséquences. On dit les implications d'un tel scénario seraient multiples et profondes. L'économie canadienne pourrait s'affaiblir dans un contexte où le capital demeurerait concentré dans les mains des générations plus âgées, limitant le renouvellement économique et les perspectives pour les jeunes. La santé mentale de la population se détériorerait face au stress financier et l'impossibilité perçue d'améliorer sa condition. Parce que ça, Joey, c'est le bout important là-dedans. C'est pour être heureux dans la société puis pour bien vivre, il faut que tu penses en permanence que ça va s'améliorer. C'est ça, de fait, il faut un peu comme le podcasteur, j'aime bien écouter de temps en temps, Patrick Bet-David dit souvent « The future looks bright ». Il faut vraiment que tu penses qu'il y a une perspective d'avenir, que OK, oui, c'est peut-être tough, mais comme on dit, les lendemains qui chantent vont arriver, ou du moins ta condition, si tu mets l'effort, bien évidemment, ça ne tombera pas du ciel, mais il va finir par arriver, tu sais, qu'il y a quand même de l'espoir en l'avenir, tu sais. Ben oui. Mais c'est pour ça que même si on revient, mettons, 3 secondes à l'histoire des tarifs, c'est pour ça que même les pro-tarifs aux États-Unis disent, après la tempête viendra le calme, viendra la prospérité. Ça prend un bout de tough pour que ça aille mieux. Tu n'as pas le choix de dire ça, parce que tu peux pas dire aux gens, ben oui, je fais ça, puis regarde, ça va être juste le crash des bourses jusqu'à temps qu'on arrive à terre.
Mais non, il n'y a personne qui va embarquer dans le truc. Tu as besoin, en fait, les gens ont besoin d'espoir et de savoir que la vie va s'améliorer. Et là, on dit ce scénario n'est pas une pure fiction. Des études récentes montrent que la mobilité sociale est déjà en déclin au Québec et ailleurs au Canada. Une étude du Cyrano, publiée en 2023, révèle que la détérioration de la mobilité sociale au Québec résulte principalement de deux phénomènes. D'une part, de la détérioration du statut socio-économique des jeunes résidant hors des grands centres urbains à 16 ans et ayant grandi dans une famille au bas de la distribution des revenus, et d'autre part, de l'amélioration de la situation des jeunes des mêmes régions ayant grandi dans des familles au sommet de la distribution des revenus. Autrement dit, tes parents sont bien nantis, ont de l'argent, toi, ça va bien pour tes affaires, mais ceux qui sont en bas sont pas capables de monter. Et ça, là, tu sais, c'est un problème. Qu'on soit de gauche, de droite, souverainiste, fédéraliste, pro-américain, anti-américain, ça ne change rien, là. Et ça, puis regarde, je ne suis pas certain qu'il en parle dans le rapport, là, mais dites-vous que si ça devient une réalité, ben, ça commence à l'être tranquillement pas vite, mais si ça devient vraiment mainstream, généralisé à grandeur, ben c'est là que des discours plus radicaux vont devenir. Ah ben oui. T'sais, nos amis les communistes, qu'on rit souvent, là, les prolétaires, les travailleurs versus les bourgeois, et Chris, les gens vont commencer à trouver ça intéressant, ce discours-là. Là. Vous allez dire, parce que finalement, ils ont eu raison. Non, c'est pas qu'ils ont eu raison. C'est que oui, est-ce que la situation socio-économique va commencer à ressembler plus à leur genre de vision dystopique de la politique? Oui, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la solution est là non plus. Là. Mais non, mais c'est parce que ils disent la solution, c'est qu'il faut que tout le monde soit pareil. Ben, c'est ça. Ça, c'est pas la solution. Tout pauvre égal. La solution, c'est la mobilité. C'est pas eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est l'immobilité. La stagnation. La stagnation. Donc, ça, c'est une réponse à ça, mais c'est une réponse qui est mauvaise. C'est ça, mon point, c'est carrément dire que cette situation-là va ouvrir la porte à davantage de discours pas mal plus extrêmes politiquement à gauche et à droite. Puis ça, on veut pas ça. Là. Exact. Comme de l'autre. Et là, on dit, bon, pour éviter le scénario catastrophe, des actions concrètes doivent être entreprises dès maintenant. Le rapport invite les décideurs politiques à se poser des questions cruciales telles que quelles mesures pourraient être prises dès maintenant pour maximiser les possibilités et atténuer les défis liés à une mobilité sociale et ou descendante à venir. Moi, je pense, là, parce que là, on va venir à Radio-Canada dans quelques instants qui traite ce rapport-là comme si c'était de la grosse merde, en gros. Mais c'est tellement de la merde qu'ils disent au gouvernement, regardez, voici ce qu'il faudrait faire. Moi, je vais aller plus loin que ça. Je pense que leur idée, qui n'est pas une bonne idée, à mon avis, d'augmenter la taxe sur le gain en capital, moi, je pense qu'elle vient de là. Elle vient un peu de ce genre de rapport-là. L'idée, c'était de dire, ben, il y a des gens qui ont accumulé beaucoup de capital via des propriétés secondaires. Et ils vont léguer ça, mettons, à leurs enfants, ou en tout cas, là, ça devient du patrimoine familial. Puis il y a du monde qui ne sont pas capables d'avoir même un logement. Donc, si on en prend eux, puis on redonne ça aux autres, on va contrebalancer ce problème-là. Non. Tu tires dans le pied comme c'est pas possible. Tu accélères le phénomène en faisant ça. Là. Ben, je le sais, mais je pense que... Tout ça pour dire que je pense que c'est assez réel. Et même le gouvernement libéral prenait ce rapport-là, à mon avis, et ces travaux-là assez au réel pour penser à ce genre de truc-là. Donc, c'est pas vrai que c'est, comme disait Boileau, tout pas vrai. Là. Avant de venir à Radio-Canada puis d'aller sur Patreon, j'aimerais quand même prendre le temps, 2 secondes, de remercier nos commanditaires. Donc, Barbecue Québec qui est avec nous autres depuis hier, finalement. On aime beaucoup Barbecue Québec, qui est... Ben, c'est une équipe formidable, Barbecue Québec, qui est dans les compagnies les plus... avec la plus belle croissance au Canada depuis quelques années. Donc, allez faire un tour sur leur site web. Ils ont tout ce que ça vous prend pour l'été, puis avoir bien du plaisir. Ensuite, on a TLF Dessin, qui maintenant a sa 2e machine pour les scans 3D. Fait que ceux qui sont sur des chantiers de construction, puis en fait, vous avez besoin de prendre les relevés de chantier. Ces machines-là, c'est malade. Ça fait toute la job au lieu d'être obligé de faire ça à la main. Ça fait le travail dans le temps de le dire. Fait que allez faire un tour sur TLF Dessin pour les plans 3D, le dessin industriel pour tout ce qui est dans le domaine de la construction. Range Brand pour vos magnifiques vêtements country. Le brand numéro 1 au Québec ou au Canada. Vous êtes vertueux quand vous achetez ça, vu que c'est des produits
canadiens. Vous êtes dans la bonne gang. On peut parlant- se reconnaître entre nous autres. C'est ça. Et parlant de Canada, ben, c'est pas parfait au Canada, mais si vous êtes ici puis vous avez des problèmes avec vos papiers, donc travailleurs, l'exemple que j'ai le plus souvent de ce temps-là, c'est des Français. Là. Français qui ont fait leur demande, vivent au Québec, ont un job, tout ça, maintenant l'immigration, toc toc, ouais, vous avez oublié un papier, tu vas être obligé de retourner en France. Comment ça, je vais être obligé de retourner en France? C'est quoi cette histoire-là? Et le pire, c'est que c'est censé être moins compliqué entre la France et le Canada, imagine. Puis En le Québec. plus, Imagine. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vos patentes, puis ou vous êtes un entrepreneur, puis vous pensez que vos employés pourraient avoir des problèmes, contactez un service de même. Ils vont, comme Ready for Canada, ils vont vous aider pour faire le point dans tout ça puis faire la représentation. Si on va à Radcan, voici comment la nouvelle a été traitée là-dessus. Par nos grands médias, source de la sainte information subventionnée, les vrais journalistes, Frank. Quel est le rapport terrifiant sur le Canada en 2040 dont parle Pierre Poilievre? Je vous rappelle que eux, c'est censé être des vrais journalistes. Nous ne sommes que des podcasteurs de sous-sol, même si je suis à côté de la porte patio, et qui valent rien. C'est ça, nous sommes des propagateurs de désinformation. Ces gens-là sont neutres et indépendants. N'oublions pas la maxime. Exact. Le chef conservateur affirme qu'un rapport gouvernemental prédit un monde post-apocalyptique en 2040. Voici ce qu'il dit réellement. Dans ses points de presse ces derniers jours, le chef conservateur Poilievre a abondamment cité un rapport gouvernemental qui, selon lui, prédit un monde post-apocalyptique en 2040 pour avertir les électeurs du danger de donner un 4e mandat aux libéraux. Ça ressemble à un épisode d'une série télévisée post-apocalyptique comme Fallout ou Last of Us, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une prévision gouvernementale libérale, non pas pour dans 100 ans, mais pour dans 15 ans. Bon, Pierre Poilievre, il connaît ses références de gaming, il est quand même bon. On comprend qu'il y a un peu de sauce qui est mise là-dedans pour les bienfaits de la communication, mais quelle est la différence entre ça et des libéraux qui disent « Si Poilievre est élu, vous ne pourrez plus jamais vous faire avorter. » L'armée américaine s'en vient. Ouais, c'est ça, courez vers les collines. Ce rapport dresse un tableau terrifiant de la spirale nationale de dépression et de déclin, a-t-il ajouté lors de son point de presse mercredi à Hamilton. Ce qu'ils anticipent, c'est un effondrement de la société canadienne si nous restons sur la voie actuelle. Ben, c'est pas mal ce qui est écrit dans le rapport. Oui. Le rapport a été produit par Horizon de Politique Canada, qui se présente comme un organisme de prospective au sein du gouvernement fédéral. Ils ne se présentent pas. Ils le sont. C'est sur le site du gouvernement fédéral. Comment tu veux plus te présenter que ça? C'est quoi ça qui est en haut ici? Là? Ouais, c'est ça. Là. Gouvernement du Canada. Sur le site du gouvernement du Canada. Horizon.service.canada.ca. Comment ça, il se présente? Il ne se présente pas. C'est. Donc, j'en reviens à l'article. Son mandat est d'examiner les tendances et les possibles scénarios futurs pour aider Ottawa à élaborer des programmes et des politiques plus robustes et résilients face aux changements perturbateurs à l'horizon. Le rapport en question a été publié en janvier, mais il est récemment devenu populaire sur Internet où il est présenté comme prédisant une dystopie. Or, le rapport est loin d'être aussi sombre que le laisse entendre le leader conservateur. De plus, ses auteurs soulignent qu'ils ne doivent pas être vus comme une prédiction de l'avenir. Ben, OK, oui. What's your fucking job, then? C'est quoi ça sert? Horizon Chose Canada, c'est pas faire des prédictions. Non, mais en gros, c'est parce que là, il joue sur les mots. Effectivement, c'est pas une prédiction comme le ferait Madame Chose avec sa boule de cristal au marché Jean Talon. Mais oui, ce sont des prévisions. C'est un peu comme quand tu dis on prévoit que d'ici 3 ans, il va y avoir tant de personnes qui vont acheter telle affaire. C'est pas sûr à 100%, mais c'est basé sur du data. C'est des modèles de prévision à long terme. C'est ça. Partant du principe que la mobilité sociale descendante pourrait devenir la norme à l'avenir, les auteurs du rapport présentent un scénario où en 2040, la plupart des Canadiens se retrouveront coincés dans des conditions socio-économiques de leur naissance et où beaucoup seront confrontés à la possibilité très réelle d'une mobilité sociale descendante. Okay. Les auteurs qualifient ce scénario de futur ni souhaité ni préféré, mais leur prévision stratégique suggère qu'il est toutefois plausible. Ben, ils disent pas juste qu'il est plausible, ils disent que c'est pas mal dans cette direction-là qu'on s'en va. On ne sait juste pas à quel degré ça va se rendre. Dans le scénario établi par le rapport, en 2040, l'éducation postsecondaire ne sera plus considérée comme une voie fiable vers la mobilité sociale. Les gens considéreront l'héritage, bon, tout ça c'est vrai. En outre, on se mélangera rarement avec des personnes d'un autre statut socio-économique. Bon, ça c'est vrai aussi.
Des difficultés à payer les factures et des syndicats plus puissants. OK. L'aspect des syndicats, bon, je ne vois pas trop le rapport. Là. Après avoir exposé ce scénario, les auteurs du rapport demandent aux lecteurs de considérer une série d'implications pertinentes en matière de politique, à la fois positives et négatives. Par exemple, dans l'avenir tel que dépeint, davantage de personnes pourraient avoir du mal à payer leur loyer, leur facture ou leur épicerie, et le stress qui en résulterait pourrait aggraver les problèmes de santé mentale. Ça, c'est vrai, c'est écrit aussi dans le rapport. Un plus grand nombre de personnes pourraient être disposées, ça c'est un extrait du rapport, à changer d'emploi pour trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et privée ou un travail plus intéressant. Mais là, il y a où le bout dans l'article qui nous dit que c'est moins pire que ce que Pierre Poilievre dit? Parce qu'à date... parce que ils le savent que les gens font juste lire les titres. Ah... Ce scénario pourrait également voir les syndicats gagner en pouvoir à mesure que les travailleurs deviennent frustrés. Comme ce ne serait pas déjà le cas. Puisque de nombreuses personnes auront moins de possessions et ne verront aucun moyen d'améliorer leur statut par la consommation et l'ostentation, ça veut dire acheter des biens visibles, elles dépenseront moins, ce qui pourrait réduire l'économie. Bon, OK, parfait. Mais qu'est-ce qu'il y a de pas vrai là-dedans? C'est tout écrit dans le rapport. Un scénario pas nécessairement catastrophique. Et c'est bon, genre d'entendre tes arguments. Le rapport conclut que l'avenir ne sera peut-être pas aussi difficile que le suggère ce scénario. Peut-être pas. Peut-être pas. Fait que tu sais, on a passé de Poilievre qui dit c'est tout pas vrai à Poilievre qui dit c'est peut-être pas vrai. Peut-être tout pas vrai. Peut-être tout pas vrai. Explorer ces options aide les décideurs politiques à réfléchir aux défis et aux opportunités potentielles, soulignent les auteurs. Même si certaines considérations peuvent sembler sombres, le rapport conclut également que la perte de confiance dans la mobilité sociale pourrait faire place à des idées positives. C'est quasiment bon, finalement. Là. Okay. C'est quasiment une bonne affaire, ça. Ben, je connais la maxime, c'est when you hit your lowest point, you're open to the greatest change. Mais l'affaire, c'est que me semble, je sais pas, il y a d'autres moyens maintenant. Sont tellement prêts à tout pour attaquer les conservateurs qu'ils vont dire hey, Poilievre, c'est un rapport là, quasiment pas bon, ce rapport-là. Puis finalement, ils lisent tout ce qui est écrit dedans, puis tout ce qui est écrit dedans correspond essentiellement à ce que Poilievre dit, moins la couleur politique. Ouais, moins Last of Us puis Fallout. Ben oui, mais il s'adresse à des partisans devant une foule. C'est sûr qu'il va mettre de la couleur. Non, c'est pas écrit dans le rapport qu'il va y avoir des zombies qu'on va se manger. Là. Mais... il parle à des jeunes aussi. Il y a beaucoup de jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils game. Oui, il parle à des jeunes. Allô, ding-dong. On va passer à la partie Patreon. Vous pouvez vous abonner en utilisant le code au bas de l'écran ou faire le patreon.com/iSénéchal et vous avez votre code promo carnet qui vous donne des rabais en fait sur le premier mois pour d'ici la fin de l'élection. Fait que profitez-en si vous voulez. C'est quand même un rabais de 50%. Carnet et non pas cornet et pas chorné. Non, c'est ça. Il faut bien l'écrire. Ouais. C'est comme une genre de barrière à l'entrée, en fait. Là. Et, c'est un filtre naturel. C'est ça. Puis il y a plein d'affaires là, sur Patreon, de trucs qu'on n'avait pas eu le temps de parler, notamment le sondage dont tu m'as parlé tantôt sur... Là, ça n'a pas de bon sens. Là. Les gens font de moins en moins confiance aux médias. C'est épouvantable, cette affaire-là. Ça fait juste 3 années de suite, Frank. Voyons, non, c'est pas une tendance, pas en tout. Non, c'est pas en tout. Donc, joignez-vous à nous. On en parle dans quelques instants.